Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. La conquête britannique du Canada, qui a eu lieu dans les années 1760, a eu plusieurs impacts sur les Canadiens français et aussi sur sa noblesse. Parce que oui, des gens avec la particule de, il y en avait dans le temps. Qu'est-ce qui est advenu d'eux? Sont-ils retournés en France? Sont-ils restés? Ont-ils perdu leur titre de noblesse? Pour en parler, j'ai discuté avec l'historienne française Marie Zissis, qui a fait son doctorat sur le sujet. Celle qui habite au Québec depuis 9 ans s'est rendue compte que la noblesse canadienne sous le régime britannique avait fait l'objet de très peu d'études. C'est à ce moment qu'elle a commencé ses recherches, allant même jusque dans des centres d'archives à Londres, et ça a été un réel plaisir de discuter avec elle. Bonne écoute. Bonjour Madame Zissis et merci d'être avec nous pour nous parler de votre thèse de doctorat fraîchement déposée. Vous auriez pu vous reposer, mais vous avez voulu venir nous en parler, preuve que vous devez être réellement passionné. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis pas sûre que ce soit une question de passion, c'est surtout que j'ai plus rien à faire, c'est terrible. J'avais besoin, heureusement que vous êtes là. Ça fait plaisir d'être là pour la cause. Alors, lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de la noblesse canadienne, surtout après la conquête britannique. Alors, que veut dire être noble au Canada dans la deuxième moitié du 18e siècle? En fait, c'est toute la question. Être noble, à la base, je vais pas dire au tout début parce que c'est un peu trop large, mais pendant longtemps, être noble, c'était vivre noblement et se présenter comme noble. C'était avoir un mode de vie qui était en adéquation avec ce qu'on présentait, avec le fait qu'on était une élite. Donc, vivre de façon riche, avoir la prodigalité, le service de l'État, ce genre de choses. Mais même ça, théoriquement, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en Occident, mais même ça, c'est flou et ça change d'un pays à l'autre. Par exemple, vivre noblement à Versailles, c'est clairement pas la même chose que vivre noblement en Bretagne ou au Canada, ce qui va d'ailleurs provoquer un choc des cultures assez brutal pour les nobles canadiens quand ils vont arriver en France après la cession. Donc, en fait, théoriquement, vivre noblement, c'est respecter quelques métacritères, des valeurs cardinales de noblesse qu'on retrouverait sous une forme ou sous une autre partout en Occident. L'importance de la lignée, de la famille, de la parenté, mais pas seulement la lignée horizontale, pas seulement ceux qui sont vivants, mais également la lignée dans le temps, les ancêtres. Donc ça, la lignée, le service de l'État, que ce soit à travers l'armée, la politique, l'administration, la justice, et la propriété terrienne, qu'elle soit seigneuriale ou non. Ce seraient les trois choses qui feraient qu'on est noble. Cependant, en France, tout ça, à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, va être régi par des lois, en fait. Parce que en métropole, c'est souvent être noble, ça s'accompagne de privilèges financiers. Et donc, pour pas qu'on en abuse, parce que l'État a l'impression qu'on pourrait en abuser, que le petit paysan du fin fond de la Bretagne pourrait subitement se déclarer noble, alors que ça se passe pas du tout comme ça. Mais on met en place des lois qui vont réglementer la noblesse avec faut présenter des lettres de noblesse, faut prouver qu'on est noble depuis tant de générations, tout ça. Et en métropole, ça marche assez bien, ça réduit le nombre d'agrégations illégales, entre guillemets, à la noblesse. Mais au Canada, même avant la conquête, c'est beaucoup plus flou parce que déjà, une administration, même au XXIe siècle, c'est compliqué des fois quand c'est très centralisé d'arriver jusqu'aux confins d'un territoire. Alors, je vous laisse imaginer au Canada, avant la conquête, où il fallait au minimum 3 mois pour aller de France jusqu'au Canada. Donc, au Canada, c'est difficile de réglementer réellement cette noblesse, et donc on trouve beaucoup d'agrégations à la noblesse de gens qui ont répété pendant des années, pendant des générations qu'ils étaient nobles, qui se comportent noblement et qui donc ont été agrégés à la noblesse canadienne, mais qui en fait n'ont pas les preuves de noblesse requises par la France. C'est en fait ce qu'on appelle la reconnaissance sociale, et c'est ça qui va
sauver, entre guillemets, les nobles canadiens à la conquête, parce que ceux qui restent au Canada, ils n'ont plus la loi française, c'est logique, puisqu'elle ça devient britannique, ce qui fait qu'ils vont s'appuyer à fond sur la reconnaissance sociale, le fait que la société en général et le reste du groupe noble les ait admis comme étant nobles. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne, même en France, même en Grande-Bretagne, et plus particulièrement dans les colonies de façon générale. Et après la conquête, donc ça va être complètement accepté, ça va devenir la seule définition, et ça va être favorisé par le fait que les Britanniques reconnaissent cette noblesse, les reconnaissent comme nobles socialement. Donc, si je comprends bien, la définition est plus stricte en France qu'en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, on peut se convaincre soi-même et convaincre les autres qu'on est noble. Très intéressant. Je suis pas sûre qu'on peut dire convaincre, mais si on vit noblement, si on est suffisamment riche, qu'on se marie correctement sur plusieurs générations, on finit par c'est considéré comme une preuve de noblesse informelle. OK. Et vous avez concentré vos recherches entre les années 1774 et 1815. Pourquoi ces années? Parce que déjà, c'est une période qui est assez peu étudiée, assez curieusement au Canada. C'est une période de gros changements. Et pourtant, on l'étudie assez peu. On étudie beaucoup l'immédiate, la guerre de conquête, ça c'est logique, l'immédiate après-conquête. Puis on passe directement à la guerre de 1812 et après ce qui se passe au 19e siècle. Puis il y a tout un pan qui fait quand même plusieurs années, qui fait plusieurs décennies, qui est quasiment pas étudié, alors qu'il se passe plein de choses. À part d'un point de vue, on l'étudie d'un point de vue grands événements militaires, légal, tout ça, mais on n'étudie pas tant la vie des gens à cette époque-là, et encore plus particulièrement les élites. Et pourtant, c'est super intéressant comme période, en particulier pour les élites, parce que c'est une période qui a un énorme changement pour eux. C'est eux qui sont le plus impactés au Canada par la conquête à cette époque-là, alors qu'en parallèle, il y a peu de changements pour le reste de la population, parce que comme les Britanniques sont peu nombreux pendant ma période et pas très implantés hors des villes, la plupart des Canadiens se rendent à peine compte qu'il y a un changement. Ils le savent, mais ça n'a pas d'impact sur eux, le changement de régime, pendant ma période. J'ai choisi les dates précises 1774-1815 parce que 1774, c'est l'acte de Québec. Ça veut dire la fin du serment du test et le maintien officiel de la coutume de Paris et du régime seigneurial, ce qui est très important pour les nobles canadiens parce qu'ils deviennent officiellement les intermédiaires des Britanniques auprès de la population canadienne. Et surtout, ils sont rassurés quant à l'existence de leurs privilèges, de leur système qui les favorise. Donc, ils sont rassurés, ils ne vont pas être expulsés du Canada sans raison, juste parce qu'ils sont nobles. Ils vont même être intégrés dans la formation de la société qui se met en place à cette époque. Donc, j'ai choisi ça parce que c'est un début de stabilisation pour la noblesse canadienne. Et 1815, parce qu'en fait, c'est la fin de cette période relativement stable pour les nobles canadiens. Parce qu'avec la fin de la guerre de 1812 contre les Américains, commencent les premières vagues importantes d'immigration anglophone, anglo-saxonne. Et donc, les nobles sont de moins en moins utiles au gouvernement et ils perdent de l'influence. Donc, moi, j'ai choisi cette période-là parce qu'elle est assez stable, relativement parlant, pour les nobles canadiens. Vous avez écrit qu'après la conquête britannique, la noblesse canadienne aurait dû cesser d'exister. Pourquoi? Déjà parce que c'est une jolie formule, je trouve, mais surtout, en vrai, d'un point de vue légal, théoriquement, elle n'a plus d'existence après le passage au régime britannique, tout simplement parce qu'elle est censée être noble, comme je l'ai dit, selon les lois françaises. Ce qui fait que ça ne peut pas marcher sous le régime britannique, qui a ses propres lois pour réguler sa propre aristocratie, sa propre gentry, ses propres élites. Puis à ça s'ajoute à ce fait que d'un point de vue légal, ça devient une noblesse virtuelle qui ne devrait pas exister. À ça s'ajoute qu'ils sont coupés de leur réseau traditionnel, notamment leur réseau économique, mais également leurs réseaux familiaux avec leur famille en France, avec leurs réseaux sociaux. Et que c'est de plus en plus difficile théoriquement de faire de la reproduction endogame. La reproduction endogame, c'est se marier
entre nobles dans dans son propre groupe social. Et comme la France est plus liée au Canada, il y a plus de nobles qui émigrent, de nobles français qui émigrent ni dans un sens ni dans l'autre. Donc théoriquement, ils devraient plus pouvoir se reproduire de façon classique en se mariant entre eux et en continuant à créer des petits nobles qui sont nobles des deux côtés, tout ça. Mais en fait, ça c'est théorique parce que en vrai, dès la Nouvelle-France, les nobles canadiens se reproduisent assez peu, s'allient assez peu à des nobles français. C'est une particularité de la noblesse canadienne. Elle se marie beaucoup aux marchands, aux élites roturières, et elle va continuer sous le régime britannique avec les élites roturières francophones, mais également avec les élites marchandes anglophones. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va servir de son prestige, de sa reconnaissance sociale, de tout un capital symbolique qu'elle a accumulé au fil du temps pour dire aux gens avec qui elle s'allie. Et c'est ce qu'elle faisait déjà sous la Nouvelle-France, mais c'est pas nous qui nous dissolvons dans votre groupe, en fait, c'est vous qui intégrez notre groupe. Alors évidemment, c'est pas conscient, mais c'est comme ça que ça se passe. En plus, autre fait qui a donné l'impression que la noblesse aurait dû cesser d'exister après la conquête, c'est qu'avec la prise de Montréal et de Québec, les officiers canadiens, et donc pour la majorité des nobles canadiens, sont obligés de s'exiler en France au moins jusqu'à la fin officielle du conflit. Et on s'attendait très clairement à ce qu'ils reviennent jamais. Eux-mêmes n'imaginaient pas qu'ils reviendraient au Canada. Pour eux, ils quittaient, tous ceux qui sont partis quittaient définitivement. Il va se passer, c'est après qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, en France, ça va pas marcher et qu'il faut qu'ils reviennent au Canada. Ce qui fait que, très logiquement, il y aurait dû plus avoir de noblesse canadienne au Canada. Et en fait, ça va se passer totalement de façon étonnante. Ils vont arriver en France, ils vont être assez mal accueillis selon leurs critères. On va leur dire très vite que non, ils sont pas les grands nobles qu'ils imaginaient. Ils sont vaguement l'équivalent des petits nobles lions bretons. Ça va pas leur plaire. Ils vont avoir des difficultés à intégrer l'armée aussi parce qu'ils passeront toujours après les métropolitains, ce qui fait qu'ils vont revenir. Mais à la base, ils n'envisageaient pas du tout de revenir. Et le dernier facteur, c'est que les Britanniques n'ont pas confiance au début en la noblesse canadienne, et en plus ils sont assez anti-catholiques parce qu'ils ont cette idée que l'élite devrait continuer à être fidèle au bout à la royauté française. C'est quelque chose, l'idée chevaleresque selon laquelle on sert le roi jusqu'à la mort, tout ça. Ce qui fait qu'ils ne devraient pas pouvoir servir l'État sous le régime britannique. Ils ne pourraient pas, théoriquement, s'intégrer à l'administration, à l'armée, à la politique après le régime britannique. Et là encore, il y a un truc qui se passe qui n'aurait pas dû se passer. Il s'avère que les Britanniques se rendent compte que le modèle qu'ils avaient mis en place en Irlande, où il y avait aussi des catholiques et donc le serment du test, tout ça, ça va pas marcher du tout au Canada. Déjà, le débat est ouvert sur est-ce que ça a réellement marché en Irlande. Mais alors, au Canada, c'est juste pas possible parce qu'ils sont tellement peu nombreux, ils parlent pas la langue, qu'il leur faut cette élite, même si théoriquement, ils lui font pas confiance et qu'en plus, elle est pas protestante. Ce qui fait qu'en fait, la situation particulière du Canada et l'importance de la reconnaissance sociale qui est très implantée au Canada va faire que toute une partie de la noblesse canadienne se rallie et prospère, continue d'exister sous le régime britannique. Mais c'était pas du tout prévu. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, vous disiez qu'ils se reproduisaient ou ils se mariaient déjà avec des gens qui n'étaient pas nobles en Nouvelle-France. C'est parce qu'il y en avait juste pas assez finalement. En France, il y en avait beaucoup. Et en Nouvelle-France, ils n'étaient pas assez nombreux, les nobles. C'est ça, il y a ça. Alors, on a cette idée que la noblesse en France était extrêmement nombreuse par rapport au Canada, mais alors c'est pas tout à fait vrai. Mais effectivement, même si en proportion, ils étaient pas beaucoup moins nombreux qu'en France, en nombre réel, ils étaient très peu nombreux. On peut pas, même si 600 personnes, c'est 1% de la population, c'est toujours que 600 personnes. Au bout d'un moment, c'est difficile de pas être consanguin. Donc, ils se marient très vite, effectivement, avec des marchands qu'ils intègrent. Puis, il y a aussi le fait qu'au Canada, les nobles étaient souvent des marchands eux-mêmes, ce qui fait que ça faisait partie de leur réseau où ils se côtoyaient, ils étaient alliés économiques, donc les alliances, à une époque où les alliances interpersonnelles, le fait de bien s'entendre, de prouver qu'on est socialement proches les uns des autres, c'est important.
les mariages, ça renforçait les alliances économiques. Et donc, c'est ça, la noblesse canadienne est malgré tout restée après la conquête, comme vous dites. Comment est-ce qu'elle s'est adaptée? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle abandonne très vite sa définition légale. Elle se pose pas de questions. De toute façon, même avant, elle se posait pas énormément de questions sur sa noblesse légale. Mais après la conquête, ça prend le bord, mais très vite. Puis ça arrange bien certaines familles, comme les Fleury, à qui on a dit quand ils sont passés en France, ah mais non, vous n'êtes pas noble, vous n'avez pas de lettre de noblesse. Il y en a même certains qui ont essayé de faire croire qu'elles avaient brûlé leur lettre de noblesse, mais ça ne marche pas. Ce qui fait que eux, ça les arrange bien que cette définition légale soit totalement caduque sous le régime britannique. Et ensuite, ils vont démontrer leur utilité auprès des nouveaux maîtres de la colonie, finalement. Ils vont démontrer leur utilité auprès du régime britannique en tant qu'intermédiaire. Au lieu de s'appesantir sur la perte de leurs réseaux transnationaux, de leur facilité à intégrer l'armée, ce qu'ils font aussi dans toutes leurs lettres, les nobles sont très doués pour se plaindre. Au lieu de passer trop de temps à faire ça, quand même, ils vont montrer aux Britanniques que oui, mais eux, leur prestige, leur relations interpersonnelles dans les milieux ruraux, le fait qu'ils parlent français et qu'ils sont catholiques, est un avantage finalement parce que eux, Britanniques, ressemblent pas du tout au reste de la population et en plus sont très très peu nombreux et en milieu urbain, alors que eux, ils sont implantés en milieu rural, notamment grâce au régime seigneurial, grâce à leur seigneurie, et ça va leur permettre de favoriser les relations entre la population francophone et le nouveau régime. C'est aussi pour ça que quand on étudie cette période, on se rend compte qu'il n'y a pas de temps que ça s'est passé assez facilement pour le reste de la population. Eux, ils ne voient pas les changements parce que la noblesse fait en sorte qu'il n'y a pas de changement pour eux, en fait. On a tendance à dire qu'il y a un retour dans les seigneuries, voire même un repli qui serait la preuve du déclin de la noblesse canadienne parce que c'est une institution qu'on voit comme archaïque et présentée comme si les nobles se coupaient totalement des Britanniques pour revenir sur quelque chose qu'ils faisaient avant. Mais en fait, c'est plutôt la preuve du contraire, assez curieusement. Avant le régime britannique, la noblesse canadienne, c'était une aristocratie militaire qui avait effectivement des seigneuries, mais qui les mettait pas en valeur, qui les peuplait pas. Et pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ils y mettaient même jamais les pieds. Hein. Et en fait, c'est pas un retour vers les seigneuries, mais une reconversion. On passe d'une aristocratie militaire à une noblesse seigneuriale à cette époque-là. Notamment parce que la propriété terrienne, c'est très très prestigieux pour les élites britanniques et donc notamment la gentry. Et les nobles canadiens voient ça aussi comme un avantage d'intégration au nouveau régime. Ça leur permet également de relocaliser leur prestige et leur pouvoir. Ils ne peuvent plus avoir une influence transimpériale comme ce qu'ils avaient avant sous le régime français. C'est plus difficile. Donc plutôt, ils vont exercer leur prestige et leur pouvoir en tant qu'intermédiaires des Britanniques au sein de leur seigneurie. Ce qui fait que finalement, ces seigneuries, c'est pas du tout un repli, c'est vraiment ce qui va leur permettre de réinventer leur noblesse et de maintenir leur prestige, leur utilité aussi. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'on a une canadianisation de la noblesse. Avant le passage au régime britannique, on peut parler d'une noblesse française au Canada. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se voient eux-mêmes, même si pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais mis les pieds en France. Et là, donc, avec la conquête, on passe progressivement d'une noblesse française en Canada à une noblesse qui va être vraiment canadienne, qui va s'assumer comme canadienne déjà, parce que quand ils arrivent en France, tout le monde va les appeler les Canadiens. Il y a certains nobles canadiens d'origine canadienne qui passent leur vie entière en France. François-Joseph Chosgros de Léry passe sa vie entière en France. Il devient un grand héros napoléonien. Et ben, toute sa vie, on va l'appeler le Canadien sur son éloge funèbre. On parle de lui en tant que Canadien. Il est arrivé en France à moins de 10 ans. Mais il est canadien toute sa vie. Donc finalement, les nobles, ils vont se canadianiser, ils vont considérer qu'ils sont canadiens, puisque tout le monde les considère comme canadiens. Les Britanniques les considèrent comme canadiens, les Français les considèrent comme canadiens, autant devenir canadiens.
Et c'est par rapport à l'élite britannique qui s'implante au Canada, qui sont souvent des marchands ou de la gentry coloniale, ce qui fait que ce sont des élites qui sont assez neuves, qui n'ont pas la solidarité d'une immense lignée derrière eux pour montrer que oui, ils vont tenir le coup. Le fait de se présenter comme une noblesse canadienne implantée depuis des générations, d'être une élite ancienne et très stable, ça va favoriser leur maintien et ils vont donc s'allier avec les Britanniques. Et c'est les Britanniques, les élites coloniales britanniques, qui vont adopter son mode de vie. Parce qu'en fait, ça va leur permettre de se stabiliser dans la colonie, de s'implanter eux-mêmes. Ils vont échanger, ces gentry, ces élites coloniales vont finalement échanger leur argent, ils sont souvent très riches, contre une autre forme de capital qui est le prestige ancien que leur fournit et la connaissance du territoire que leur fournit les nobles canadiens. Et ce qui n'empêche pas cependant que pendant leur canadianisation, les nobles canadiens vont aussi adopter des traits britanniques, comme une alimentation qui est de plus en plus britannique, des vêtements qui aussi s'adaptent. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que ce sont les traits britanniques et nord-américains qu'ils s'adoptent sont des traits qui ne sont pas des valeurs cardinales. Ils adoptent rien qui changerait foncièrement leur façon d'être. Ils continuent à se distinguer par la lignée, le service de l'État, la propriété terrienne, et ils adoptent des choses qui leur permettent de s'intégrer, mais qui ne sont finalement que le squelette, c'est les valeurs cardinales, et eux, ils rajoutent du gras pour se tenir chaud l'hiver par-dessus, mais rien qui ne puisse pas changer ou se perdre en cas d'une évolution future. Ils restent les mêmes, ils rajoutent des choses par-dessus. Et ça, c'est la première chose qui est intéressante. Et la deuxième, c'est qu'on constate que ça se fait progressivement et que pendant les 30-40 ans qui suivent la conquête, les premières générations, les vieux nobles le font pas du tout. Ceux qui espèrent encore faire carrière, mais qui ont déjà 30-40 ans, on constate qu'ils le font pour s'intégrer. Ils continuent à porter leurs vêtements canadiens quand ils peuvent, mais quand il faut, ils adoptent la mode anglaise, tout ça, par exemple, pareil pour l'alimentation. Et par contre, la génération qui a grandi la majorité de sa vie sous le régime britannique, elle s'habille comme les Anglais parce que c'est comme ça qu'elle s'habille. On voit que c'est très progressif, l'intégration de ça, c'est fait au début d'un point de vue utilitariste, et au bout d'un moment, ça fait partie de la noblesse canadienne. Et le dernier truc qui se passe, c'est que je vous ai dit que les Britanniques n'avaient pas confiance en les nobles, et c'est tout à fait vrai. Les gouverneurs n'ont pas confiance en la noblesse canadienne, c'est aussi pour ça qu'on fait les listes, que Carleton et Haldimand demandent des listes des nobles canadiens, mais tout en ne leur faisant pas confiance, ils font encore moins confiance aux marchands et à la gentry coloniale, en particulier à partir du moment où il y a les troubles en Amérique qui se commencent à s'agiter, et avec le fait que la Révolution américaine, parce que en fait, malgré sa méfiance, les gouverneurs, la très très haute administration canadienne vient de l'élite de l'aristocratie britannique, la plus haute élite britannique, et elle se trouve plus de points communs avec les nobles canadiens, malgré leur religion et leur langue différentes, qu'avec les marchands et la gentry coloniale qu'elle méprise absolument. Et donc, elle préfère s'associer avec les nobles canadiens. C'est notamment pour ça qu'on parle de French Party à cette époque-là et d'English Party. En fait, le French Party, c'est pas du tout juste des Français, c'est vraiment le groupe conservateur, aristocratie britannique, plus nobles ralliés, contre la gentry et les marchands. Je trouve ça quand même surprenant parce que ça aurait pu être un peu plus violent, un peu plus drastique. Les Britanniques auraient pu décider, OK, vous disparaissez tous, on prend vos terres. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Effectivement, hein, parce qu'en Acadie, c'est comme ça que ça s'est passé, malgré tout. Aussi bien pour les élites, d'ailleurs, il y a dans la famille Hertel de Rouville, il y a une partie de la famille qui s'est mariée avec des élites exilées acadiennes, parce que en Acadie, c'est ça qui s'est passé. On a exilé tout le monde sans aucun, et on leur a pris leurs terres.
Mais en fait, c'est pareil, en Irlande, ça a été beaucoup plus violent, mais c'est justement les gouverneurs qui se retrouvent au Canada, ils ont vécu l'Acadie, ils ont vécu l'Irlande et ils ont constaté que ça marchait pas super bien et que ça pouvait pas marcher du tout au Canada, où en Nouvelle-France, dans l'ancienne Nouvelle-France, où les Canadiens sont vraiment très très nombreux par rapport à l'Acadie, ce qui fait qu'en fait, ils sont très pragmatiquement dit ça peut pas se passer comme ça, donc il va falloir qu'on s'adapte. Ça a vraiment été très pragmatique. On voit qu'il y a des tentatives, que les règles sont les mêmes. Ce qu'on dit, ce que Londres dit aux gouverneurs, c'est respect du serment du test, vous faites pas confiance aux nobles, vous virez tous les religieux. Si ça se passe mal, on fera comme en Acadie. Mais en fait, les gouverneurs très vite disent ouais, on voudrait bien, mais ça va pas être possible en fait. Il va falloir leur faire confiance ou au moins leur donner un petit peu d'utilité parce on va pas y arriver sans eux. Et deux, si jamais ils décident de se soulever contre nous, on n'est pas assez nombreux. Vous avez parlé un peu du serment du test, mais pour les non-historiens, ce qui m'inclut moi, qu'est-ce que signifie le serment du test et pourquoi est-ce qu'il est important au sujet de la noblesse canadienne? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le serment du test qui a été mis en place après les glorieuses révolutions, à la base, c'était un serment qui était nécessaire pour occuper toute fonction publique dans l'Empire britannique et ça nécessitait d'être anglican ou ça a été un peu adapté au fil du temps ou au minimum un groupe issu d'un groupe protestant qui était reconnu par la législation du serment du test. Donc c'est quand même un problème pour les nobles canadiens qui sont catholiques par définition pour deux raisons. Déjà, les Français sont majoritairement catholiques et c'est encore plus vrai dans le Canada français parce que quand on a commencé à vouloir peupler la Nouvelle-France, le gouvernement français a dit mais on veut une Nouvelle-France dans le sens dans le sens idéologique du terme, si on veut une France qui soit parfaite, qui soit exempte de ce qu'on estime être des défauts à la vieille France. Donc, pas pour un gouvernement très très catho, une nouvelle France parfaite, exempte de défauts de français, de la vieille France, c'était une nouvelle France sans aucun protestant du tout. On ne pouvait pas émigrer au Canada si on n'était pas catholique. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui sont passés entre les mailles du filet. C'est normal, surtout au début. Mais pour la noblesse canadienne, la noblesse qui en plus était militaire, et c'est encore pour pouvoir être dans l'armée française, fallait être catholique, fallait prouver qu'on était catholique. Il y avait pratiquement aucune chance qu'ils soient pas catholiques. Surtout au moment de la conquête, où tout ça, ça fait des années qu'ils sont là, ils sont catholiques. Il n'y a aucun doute. Donc ça, c'est le premier problème. C'est que théoriquement, ils ne peuvent pas prêter le serment du test, à part s'ils voulaient renier leur religion. Ce qui veut dire que donc c'est ça, il leur faudrait se convertir théoriquement pour rentrer dans l'administration, la justice ou l'armée britannique. Puis même comme ça, il y avait un gros préjugé anticatholique, même s'ils s'étaient convertis, ça aurait été difficile pour eux de convaincre de leur vraie conversion. Il y avait un gros préjugé anticatholique, notamment dans l'armée, qui fait que c'était impossible pour eux. Ils avaient donc une grande inquiétude, il y avait une grande inquiétude quant à leur statut et la possibilité d'être au sommet de la société tant que le serment du test restait en place. Cependant, ça c'est entre la théorie, donc serment du test égale pas de noble dans le gouvernement, et la pratique, il y a un gouffre, et ce gouffre, il apparaît très très vite, parce que les gouverneurs, dès 1763, réclament l'adaptation de ce serment, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin des nobles et du clergé catholique comme intermédiaire auprès du reste de la population. Et d'ailleurs, très rapidement, même si l'ombre ne recède pas avant 1774, les gouverneurs, l'administration coloniale va faire en sorte que les nobles participent officieusement à l'administration de la colonie. C'est officialisé cette participation avec l'acte de Québec où on passe d'un serment du test à un simple serment de fidélité qui demande juste de dire qu'on est fidèle au roi d'Angleterre, tout ça, mais qui n'oblige pas les nobles à renier leur religion pour
participer au gouvernement, à la justice ou à l'armée. Malgré ça, on continue à avoir des préjugés anticatholiques, surtout dans l'armée britannique, ce qui fait qu'ils vont plutôt rentrer dans la milice, rester dans une milice canadienne plutôt que de rentrer dans l'armée impériale britannique. Mais pour tout ce qui est administration coloniale, pour tout ce qui se résume d'une certaine manière au Canada, ça va leur permettre de bien s'implanter dans l'administration, ce changement. Vous avez parlé de fidélité, justement, c'est le thème de ma prochaine question. Dans quelle mesure est-ce que la noblesse canadienne est-elle restée fidèle à la couronne française après la conquête? En fait, ça dépend. Je dirais plutôt qu'être fidèle à une couronne, les nobles, et c'est surtout, et en toutes circonstances, pas seulement les nobles canadiens, mais tous les nobles de façon générale, d'être fidèles à eux-mêmes et à leur groupe. Alors au début, ils restent fidèles à la couronne française. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Après la prise de Québec et de Montréal, on leur dit vous ne pouvez pas rester sur le territoire tant que la guerre n'est pas finie. Donc ils rentrent en France où ils pensent qu'ils vont être super bien accueillis, vont pouvoir continuer à vivre leur noblesse comme avant. C'est pour ça qu'il y a l'idée de ce retour en France, alors qu'ils y ont pour certains jamais mis les pieds. Ils vont pouvoir rentrer dans l'armée française et continuer leur carrière, pas de souci. Mais en fait, pas du tout. Ils vont déchanter très vite et beaucoup repartent au Canada dès que possible, comme les RTL, les Chosgrove de Léry, qui se rendent compte que la France les accueille mal et que donc, plutôt que de continuer à être fidèles à une couronne qui les aide pas, qui les soutient pas, ils vont rentrer au Canada, ou même si pour une raison X ou Y, parce qu'ils sont pas encore tout à fait sûrs qui vont être acceptés dans l'administration. Au moins, là-bas, ils ont des terres, ils sont prestigieux dans leur seigneurie. Au pire, ils auront au moins leur prestige et leur fortune locale. Dans le cas de Chosgrove de Léry, c'est même totalement hallucinant. Il a pas le choix de rentrer au Canada parce que la France estime qu'il est un traître et qu'il est du côté des Britanniques. Et très vite, il n'a pas le choix de revenir parce qu'il n'a aucun avenir en France. Au contraire, il y en a certains qui restent en France et qui manifestent leur loyauté française. Mais à partir de ce moment-là, pour ceux qui sont au Canada, il va devenir très important de convaincre les Britanniques de leur nouvelle loyauté. Au début, comme je l'ai dit, les administrateurs n'ont pas du tout confiance en eux, même s'ils ont besoin d'eux. Et alors, pour pouvoir prouver leur loyauté, ils vont participer à la défense de la colonie, notamment contre les Américains quand il va y avoir la guerre d'indépendance. Ils vont le faire à leurs frais d'ailleurs, en entrant dans des milices notamment. Il y en a certains qui vont recommencer ça pendant la guerre de 1812. Le but est vraiment de prouver que oui, alors eux, ils sont britanniques, il n'y a pas de doute. Il y a de grandes manifestations de loyauté dans la correspondance aussi. Alors, est-ce que ces manifestations de loyauté est réellement sincère? C'est impossible à dire. Et puis finalement, c'est pas vraiment la question. Par contre, c'est sûr qu'elle est intéressée, cette loyauté. Ils veulent des postes dans l'administration, dans l'armée, dans la justice et des pensions également. Pour ça, faut qu'ils convainquent l'administration qu'ils sont loyaux, qu'ils sont pas des traîtres, des espions, tout ça. Alors d'un autre côté, ces manifestations de loyauté sont pas toujours efficaces. Ça marche pour beaucoup d'entre eux, mais de toute façon, comme en France, c'est les métropolitains qui sont prioritaires. Les Britanniques favorisent d'abord d'autres Britanniques. Les Français de métropole favorisent d'abord des Français de métropole, surtout dans l'armée. Et d'ailleurs, un certain noble canadien qui était revenu au Canada, qui s'était battu aux côtés des Anglais dans la guerre d'indépendance, qui sont très vexés de la façon dont ils sont traités. Aubert de Gaspé, qui des années plus tard, va parler du fait que les Anglais les considéraient comme French and bad subjects. Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lotbinière, oui, c'est son nom. Il fait la guerre d'indépendance, il se fait capturer par les Américains et les Anglais ne l'aident pas du tout à sortir de prison. Il en sort quand c'est fini comme tout le monde et il est très très en colère de la façon dont on le traite, dont on l'ignore plus exactement après, et va décider, lui, d'arrêter de couper les ponts avec l'administration britannique et lui, il se replie effectivement, dans le terme repli, dans sa seigneurie après ça, mais c'est pas tant parce qu'il veut rien avoir à faire avec les Anglais ou parce que les Anglais veulent pas de lui, c'est parce qu'il est vexé. Mais il y a beaucoup de nobles canadiens qui embrassent
le régime britannique, sa langue, sa mode, sa culture. Et c'est à la fois parce que c'est comme ça leur permet de s'intégrer, mais c'est aussi pour manifester cette loyauté. Se marier avec des Britanniques, ça prouve qu'on déteste pas les Britanniques. Tout ça permet d'avoir des postes dans l'administration aussi. Et dernier point, au final, quelle que soit leur loyauté, les liens sont toujours très importants au sein du groupe, même s'ils sont séparés par les empires. Ce qui fait que ça donne il continue, qu'il y en a qui aient décidé de rester dans l'Empire français, qu'il y en a qui soient au Canada, il y en a qui vont en Russie, s'il vous plaît. Ils restent en contact les uns avec les autres et ça donne des fois des correspondances assez curieuses entre certains qui sont restés en France et qui sont très très pro-français et d'autres qui sont au Canada et qui ont soutenu les Britanniques, par exemple. Chartier de Lotbinière et son père, le marquis Chartier de Lotbinière, le père est resté en France. Le fils, Michel Eustache Gaspard Alain, lui, est au Canada. Son père, le marquis, reproche à son fils sa loyauté envers les Britanniques. Il lui dit qu'en France, on ne comprend pas que les nobles canadiens aient retourné leur veste comme ça, notamment pendant la guerre d'indépendance où la France soutient les États-Unis. Et malgré ces loyautés différentes, ça n'empêche pas certains nobles canadiens d'envoyer leurs enfants en France pour qu'ils y poursuivent une carrière dans l'armée, parce que c'est presque impossible dans l'Empire britannique. Chose Gros-de-Léry, après avoir quasiment été fichu dehors par les Français parce qu'on estimait que c'était peut-être un traître, il y envoie 4 premiers fils successivement pour qu'ils puissent faire carrière dans l'armée française. Jusqu'à la Révolution, il va continuer à envoyer ses enfants en France. En fait, les nobles canadiens, je dirais qu'ils sont très pragmatiques. Ils veulent préserver leur groupe, leur mode de vie. Et ils se tournent finalement vers le protecteur, la couronne, le royaume, qui va leur sembler les aider le plus à atteindre ce but de préservation et de renouvellement. Il y a aussi une certaine loyauté au Canada proprement parlé et aux Canadiens parce qu'au final, ils deviennent Canadiens à cette époque et donc ils commencent à développer une loyauté, je dirais, nationale qui est liée au Canada avant d'être liée aux empires, qu'ils soient français ou britanniques. Donc, si je comprends bien, il y a quand même du cas par cas ici. Il y a comme un tri qui se fait. De manière générale, il y en a qui se sont trouvés maltraités par les Britanniques. C'est ça, il y a ça dans les deux cas. Il y en a qui se trouvent maltraités par les Français, il y en a qui se trouvent maltraités par les Britanniques. Il y en a qui sont très... c'est vraiment, ça dépend de la personnalité de la personne. Mais ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue groupe, tout ce qu'ils font, ils le font par loyauté envers leur mode de vie à eux, envers leur groupe. Et ils choisissent individuellement ce qui leur apparaît le plus... ce qui va leur permettre le plus facilement de préserver le groupe, leur mode de vie. Donc, le mot noble et le mot seigneur, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut être seigneur sans être noble? Oui, absolument. On peut tout à fait être seigneur sans être noble. On peut même être noble sans être seigneur. Alors, quand est-ce que la possession de terre devient pertinente en termes de noblesse? On peut posséder de la terre, une terre qui n'est pas seigneuriale. Au Québec, on a tendance à confondre seigneur et noble, y compris parmi les historiens, parce que la plupart des nobles sont aussi seigneurs et que la noblesse, c'est lié à la propriété de la terre. Et qu'en plus, au Canada, en Nouvelle-France, on avait implanté le seul régime seigneurial. En France, il y a plein de régimes de possession de la terre. Mais au Canada, on avait simplifié, on avait mis juste la coutume de Paris, et donc il n'y avait qu'un régime de possession de la terre, c'était le régime seigneurial, ce qui fait qu'on a l'impression que tous les seigneurs étaient nobles et que tous les nobles étaient seigneurs. Au Canada, la plupart des nobles sont aussi seigneurs, mais déjà, ils s'intéressent pas beaucoup à leur seigneurie avant la conquête. Et il y a beaucoup de seigneurs au Canada qui sont pas nobles, en fait, à qui on a donné des terres pour les récompenser d'autres choses ou juste parce qu'ils étaient riches. De nombreux seigneurs au Canada donc sont pas nobles parce qu'il s'agit juste d'un régime de distribution des terres. On donne des terres à une personne qui est le propriétaire éminent et qui est censé la mettre en valeur et la peupler en la redistribuant à des censitaires. Et ce seigneur, ce propriétaire éminent a des avantages évidemment, mais il a aussi surtout des responsabilités. Il doit construire un moulin, une église, tout un tas de choses.
Et en fait, c'est comme ça que ça marche théoriquement. En pratique, c'est souvent très contraignant pour les censitaires qui n'ont pas beaucoup d'avantages et beaucoup de contraintes, mais théoriquement, c'était censé faire pour arranger tout le monde et faciliter le peuplement. En Nouvelle-France, la noblesse, elle est surtout militaire. Alors oui, ils ont des terres seigneuriales, parce que c'est la seule façon d'avoir des terres au Canada à cette époque-là, mais ils y sont rarement résidents. Et ils les développent quasiment pas avant la cession. Généralement, ils vivent en ville parce que c'est là qu'est le centre administratif de la province. Et c'est toujours assez vrai finalement sous le régime britannique où ils commencent certes à gérer leur seigneurie, mais souvent ils le font, l'homme qui fait carrière est en ville majoritairement et il a un représentant, parfois sa sœur ou sa sœur célibataire, sa mère veuve, ou parfois un notaire, un prêtre, un représentant légal qui n'est pas issu de sa famille, qui gère à l'année la seigneurie. Et lui, il vient régulièrement voir que ça se passe bien, plus ou moins selon son intérêt. Il y en a certains qui s'intéressent beaucoup, il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup moins. En plus, l'idée selon laquelle les nobles sont seigneurs vient de deux choses, selon moi, de façon générale, c'est parce que la seigneurie et la noblesse sont souvent sont toutes les deux associées à des privilèges, et qu'en plus la noblesse est fondamentalement liée à la terre. Donc dans un amalgame un peu rapide, on a dit donc c'est logique, ils sont seigneurs. On a aussi cette idée que dans une société d'ordre, les roturiers sont forcément tous pauvres. On a cette image qu'il y a les nobles qui sont riches, il y a le clergé qui est riche, puis les autres, c'est juste tous des paysans. Mais en fait, il y a beaucoup de roturiers qui sont très riches et qui ont des terres aussi, et des terres seigneuriales également. Tout ça vient beaucoup finalement de l'imaginaire autour de la noblesse et de la société d'Ancien Régime, parce qu'on a présenté comme très inégalitaire, ce qui est tout à fait vrai, mais ce qui n'empêche pas qu'elle est découpée en blocs totalement hermétiques les uns des autres, où on est soit pauvre, soit noble. Au Canada en particulier, ça vient de l'idée selon laquelle il n'y aurait pas eu de vrais nobles au Canada, mais juste des seigneurs, et que de toute façon, ils se seraient repliés sur leur seigneurie et seraient donc des seigneurs avant d'être des nobles finalement. C'est quelque chose qui est très implanté dans l'imaginaire québécois, d'autant plus parce qu'on a dit et répété aux Québécois qu'ils étaient un peuple de ruraux, et que donc avec des seigneurs mais pas de nobles. On parle jamais des nobles canadiens, on parle tout le temps des seigneurs, même au sein de la communauté historienne. En plus, le régime seigneurial au Québec a duré très très longtemps. Il est resté jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle. Et on en voit des réminiscences jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait qu'il y a eu des seigneurs. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de noms à particules, vous, ici? Parce que en fait, on associe cette idée de noble. Le noble, il a un 2 devant, c'est ça la particule, toujours. Dans son nom, c'est deux machins, deux choses. Alors qu'en fait... ça aussi, ça a été simplifié par l'imaginaire. Tous les nobles n'ont pas forcément de particules. Et en particulier au Québec, on s'appelle par son nom de famille la plupart du temps. Même si on est un Juchero Duchesnay ou un Hertel de Rouville, on se présente comme Rouville ou Juchero ou Chosegros ou des fois Léry, mais rarement le nom entier parce que c'est long à écrire. À part quand on s'appelle Michel Eustache Gaspard Alain, où visiblement il avait envie d'écrire son nom entier partout. Mais c'est vraiment une question d'imaginaire. On a vraiment amalgamé tout ça parce que c'était plus simple finalement. Mm-hmm. Vous avez dit la particule de. Est-ce que le du est aussi valable? Oui, je m'essaye pour mon nom de famille à moi, c'est Dufour. Ah, mais c'est ça, c'est compliqué, il y a plusieurs choses. Parce que ça peut être de, parce que c'est une particule, mais ça peut être aussi que c'était le surnom de la personne, par exemple, de tel endroit. J'ai appris récemment que Walt Disney, je sais, ça n'a pas l'air d'avoir un rapport, mais en vrai, ça en a un. Walt Disney, il venait d'une famille qui venait de la ville d'Isigny en Normandie, et que donc, quand ils sont arrivés en Angleterre en 1066, on les surnommait les d'Isigny, ceux qui sont de la ville d'Isigny. Donc, il y avait le D apostrophe, et au fil du temps, des siècles, ça est devenu Disney, parce que c'était plus facile à prononcer en anglais. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a la particule, des fois ça arrive, c'est vrai,
Puis des fois, c'est juste un surnom qui a été transformé. En plus, de toute façon, des fois, on avait des nobles qui avaient un surnom qui est devenu leur nom. Il y a aussi des agrégés qui ont transformé leur surnom en nom noble parce qu'ils avaient un de ou un du ou un de là ou un d apostrophe. Ça marchait bien pour faire croire qu'ils étaient nobles. C'est vraiment particulier, mais on a cette idée que ce serait le de quelque chose voudrait dire qu'on est noble. Ce qui fait que ça a participé au mélange. Très intéressant. Alors, je vous remercie énormément, Madame Zissis, pour votre contribution et aussi, vous êtes la première Française à mon balado, donc c'est encore plus intéressant de vous avoir ici. Merci, avec plaisir.